Et nous arrivons à la deuxième partie de cette émission avec cette question ce matin, comment traiter l'alcoolisme? Et pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de recevoir le professeur François Paille, directeur du service addictologie des hôpitaux de Nancy-Brabois. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur un sujet très concernant qui interpelle forcément beaucoup de gens. Dites-moi, comment on fait la différence entre un alcoolique et un buveur excessif? Alors d'abord, je voudrais juste rappeler qu'effectivement, on a une représentation de notre société qui est un peu dichotomique, c'est-à-dire qu'on est soit buveur social, modéré comme tout le monde, soit alcoolodépendant, et que ça n'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a tout un continuum, et on peut être plus ou moins dépendant, et on peut consommer trop sans être dépendant. Donc il y a tout un continuum entre des gens qui boivent pas du tout, et des gens qui sont vraiment dépendants et qui boivent beaucoup trop. Et ça, c'est important parce que les stratégies ne sont pas les mêmes. Et puis, on a aussi une représentation de ce fait de la consommation excessive d'alcool qui est vraiment très péjorative. Oui. Bon, ça reste un vice, ça reste très connoté, ça reste très embêtant. Cette consommation ultra excessive, elle ne touche que très peu de personnes finalement. Oui, elle touche 3-4% de la population, ce qui est déjà beaucoup. Et ce sont des personnes qui sont malades du cerveau. Voilà, donc ces patients alcoolodépendants, c'est vraiment ceux que l'on considère comme malades. Il y en a donc qui boivent trop, qui n'en ont pas de problème ou qui ont déjà un certain nombre de difficultés, mais qui ne sont pas encore dépendants, qui ne sont pas encore malades, qui n'ont pas encore perdu cette liberté de consommer ou de ne pas consommer. Alors, justement, à partir de quel moment, si on doit donner une unité de mesure, l'alcool peut-il être dangereux pour un homme ou pour une femme? Alors, si on reprend ce continuum, il y a un certain nombre de catégories que l'on peut faire. La première, c'est ce qu'on appelle l'usage à risque. Donc là où ça commence à être potentiellement dangereux de consommer, au-delà de 21 verres par semaine pour les hommes, 14 par semaine pour les femmes. Et pour l'usage ponctuel, 4 ou 5 verres, c'est la limite au-delà de laquelle on considère qu'après le risque devient important. Pour un usage ponctuel sur une journée. Cela dit, effectivement, 4 ou 5 verres par jour, c'est facile de les atteindre. Il suffit d'aller au restaurant, de prendre un apéritif, de boire 2-3 verres. Le soir, on rentre chez soi, le voisin vient nous voir, on boit un coup. Donc, c'est vrai que ça interpelle quand même. C'est facile, mais on se rend compte quand on fait quelques études que dès 1 ou 2 verres, on a déjà perdu un certain nombre de compétences qu'on a habituellement. Et on voit un certain nombre de personnes sensibles qui déjà n'ont plus un comportement tout à fait normal et adapté comme quand on est à 0. Donc même pour des doses encore beaucoup plus faibles que cela, il y a déjà un certain nombre de perturbations. Donc ça, je crois qu'il faut bien le garder en tête. Et 4 à 5 verres, c'est déjà beaucoup, a fortiori si on est à jeun, pas habitué, etc. Et puis il y a des situations pour lesquelles le risque est particulièrement important. Je pense à la consommation de produits médicamenteux, je pense à la grossesse, je pense bien sûr à la conduite automobile ou à d'autres conduites de machines dangereuses. Voilà ce qui constitue le risque. Ouais. Donc ça ne veut pas dire, parce qu'on considère, on consomme un peu plus que cela, qu'on est dépendant ou alcoolique. Oui. Donc après, il y a tout ce continuum, et c'est davantage les dommages qui vont définir ces consommations excessives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des dommages qui soient sociaux, et c'est les plus fréquents, les plus habituels et les plus précoces, ou parfois psychologiques, voire somatiques, qu'on peut rapporter à l'alcool, on est dans une consommation excessive, dans ce qu'on appelle plutôt un usage nocif. Et puis, la perte de contrôle définit la dépendance. C'est-à-dire que là, on n'arrive plus à maîtriser une consommation. C'est-à-dire que quand on a commencé, au lieu de 1 ou 2 verres comme on avait prévu, eh bien, il faut que la bouteille y passe. Ou bien il y a des moments où vraiment on ne peut pas s'en passer, on est obligé de boire, et souvent en grande quantité. Je dis souvent parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont authentiquement dépendants, mais qui ne consomment pas tant que ça. Mais comment faire la différence entre la dépendance et l'addiction? Bon, dans le sens français, c'est à peu près superposable. C'est-à-dire quand on dit de quelqu'un qu'il est addict, on considère qu'il est dépendant. Ouais. Après, on peut discuter de nuances et de subtilités, mais disons en première approximation, quand on dit quelqu'un qu'il est addict, ça renvoie à la notion de dépendance. Mais comment faire comprendre à quelqu'un qu'il boit trop? Parce que très souvent, ces personnes sont dans le déni et vous disent, moi de toute façon, j'arrête quand je veux. Oui, alors je vais juste faire un petit commentaire. C'est pas parce qu'on est dans le déni que l'on ne sait pas que l'on consomme trop. C'est-à-dire que le déni, c'est surtout, c'est trop difficile pour moi de reconnaître que je bois trop, toujours dans l'idée qu'en France, boire trop, c'est pas un compliment, ça reste très connoté, ça reste très compliqué. Et donc, la plupart des gens indépendants savent qu'ils boivent trop, de ça, c'est parce que leur entourage le leur dit et qu'ils voient bien qu'ils ont un certain nombre de problèmes. Mais encore une fois, le déni, c'est plutôt l'incapacité à reconnaître ces difficultés. Quand on a une difficulté qu'on ne sait pas gérer, le plus simple, c'est de dire il n'y a pas de problème. Oui, mais comment on fait à partir de ce moment-là? L'enjeu, c'est d'aborder la question avec les gens, mais pas comme c'est dans la vie courante, où c'est encore une fois très connoté moralement, mais plutôt sur un plan strictement professionnel. S'il y a quelque chose qui est abordé de façon neutre, de façon non moralisatrice, sans jugement,
Évidemment, il peut toujours y avoir des difficultés, mais je crois qu'elles sont autant dans la tête de celui qui discute que de celui qui est malade. Parce que Alors, qu'est-ce que vous finalement, conseillez, par comme c'est exemple abordé de façon très neutre, très indépendante, il n'y a pas de raison que ça se passe beaucoup plus mal que quand on parle d'une autre maladie chronique comme l'hypertension, le diabète, le cholestérol ou je ne sais pas quoi. Donc encore une fois, il y a bien sûr un certain nombre de patients qui vivent ça un petit peu mal, mais l'important, c'est d'aborder. Si on n'aborde pas, on n'a aucune chance d'aider les gens à avancer, on ne peut pas les aider. Donc, quelle est, par exemple, la question à poser à quelqu'un qu'on considère qu'il boirait trop, par exemple? On peut lui proposer déjà des questions extrêmement neutres, utiles. D'abord, demander la permission d'en parler, c'est un enjeu très important. Est-ce que vous seriez d'accord pour que l'on parle de votre consommation d'alcool? Qu'est-ce que vous consommez sur un jour type? Est-ce qu'on consomme un peu de vin, un peu de bière? Voilà, comme on discuterait, voilà, est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous êtes marié? Est-ce que vous avez des enfants? Votre tension, elle est comment? Vous avez un traitement? Si ça n'est pas mal vécu. Et très sincèrement, en dehors d'un certain nombre de cas relativement limités, le fait d'aborder comme ça de façon très simple, très neutre, ces questions d'alcool, pas souvent assez bien aussi. Et donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Car le pire, c'est ce qu'un de mes anciens maîtres appelait la double conspiration du silence. À la fois, la personne souhaiterait qu'on en parle, mais préfère qu'on n'en parle pas. Et la personne, notamment le médecin, ne sait pas trop comment faire, a peur que le patient se vexe, et finalement, ça l'arrange aussi de ne pas en parler. Et là, ça ne peut pas avancer. Donc, en parler. Alors justement, je vous propose de regarder le témoignage d'Anne, qui a écrit un livre qui s'appelle Éclat de verre, dont vous avez écrit la préface. D'ailleurs, elle nous raconte qu'elle est malade alcoolique. On regarde, puis après on en reparle. Quête de liberté sur RCN, une émission qui traite du problème de l'addiction. Quête de liberté, une émission pour témoigner, pour informer, pour donner de l'espoir. Ça fait très très mal de se dire, de se regarder dans un miroir et de se dire je suis alcoolique. Je préfère dire que je suis malade alcoolique ou alcoolodépendante, parce qu'il y a un côté plus doux en fait. Ce mot-là, dans l'usage alcoolique, c'est quand même vrai que il sonne comme une insulte. Une personne qui est malade alcoolique, c'est pas une pochetronne, c'est pas une poivrotte, un poivreau, c'est quelqu'un qui va mal, qui a trouvé une très mauvaise solution, c'est le produit pour tenter de vivre mieux, et c'est quelqu'un qui souffre d'avoir basculé dans l'alcoolodépendance. Voilà, c'est juste ça. On s'aperçoit qu'on est dépendant à l'alcool, ça prend du temps en fait. On se raccroche à des choses comme j'ai pas été raisonnable, j'ai exagéré, je suis une fille excessive. Mais quand même, il y a quand même des petits signes qui rappellent voilà, que tout d'un coup on se dit c'est quand même pas normal d'avoir de se retrouver en état d'ivresse comme ça. Seul chez soi, c'est les bouteilles vides aussi. J'ai démarré mon parcours de malade alcoolique qui a pris conscience de son alcoolisme dans la terreur que ça sache. J'avais peur du jugement et je me sentais profondément seule, évidemment. C'est pas facile de s'en sortir, c'est long, c'est un vrai chemin de vie en fait, c'est un vrai parcours. Moi je pense très profondément qu'on peut pas s'en sortir seul. Donc ça demande la première étape, c'est d'ouvrir les yeux et de reconnaître la réalité, les faits, le problème de l'alcool, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est de réussir à demander de l'aide. Et ça, c'est costaud. Il faut réussir à parler, à aller vers les autres, vers la médecine, vers les soignants, vers les groupes d'entraide, les groupes de parole. Il y a différentes associations pour ne pas rester seul. Voilà, parce que poser le verre, c'est une étape. C'est aussi une des premières, mais après, c'est durer dans l'arrêt. Le mot abstinence, souvent, il est défini comme l'absence de plaisir. Or, pour le malade alcoolique, c'est l'inverse. C'est retrouver plein de petits plaisirs, mais c'est des petits plaisirs très basiques, très quotidiens. C'est se lever sans la gueule de bois déjà, tout simplement. Fraîche comme une rose, c'est déjà ça. C'est aussi prendre du temps pour soi, être là, être présent, puis c'est retrouver sa liberté surtout. Moi, ce que j'essaye de défendre,
par ma démarche, par mes émissions de radio, par mon livre, le prochain, c'est que la société ait un regard un peu plus doux, en tout cas plus bienveillant sur les malades de l'alcool, parce que on s'enferme dans cette honte-là qu'on ressent, dans ce jugement-là, en fait. Et c'est très difficile, du coup, d'entreprendre de se soigner, c'est-à-dire d'entreprendre d'aller voir son médecin et de dire « Bonjour docteur, j'ai un problème avec l'alcool ». Voilà. C'est vrai, professeur, souvent quand on a un souci avec l'alcool, c'est considéré comme quelque chose de honteux. On a du mal à se tourner vers l'extérieur, vers les spécialistes. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux personnes qui souffrent de Je crois l'alcool? qu'il faut d'abord en parler et probablement... Alors, je crois que tout le monde peut entendre ça et ça peut être la personne avec qui on est la plus à l'aise, de l'entourage, d'une amie, d'un ami, etc. Je crois que sur le plan médical, la première personne, c'est comme le médecin traitant. Ouais. C'est lui qui est le plus à même de commencer à discuter, à aborder, à prendre en charge et, si besoin, à orienter. Donc ça s'accompagne très souvent d'une thérapie avec des spécialistes type psychologue, psychiatre. Alors, je crois que, le médecin traitant fera à ce moment-là une évaluation car c'est très important. Il n'y a pas de traitement type qu'on va plaquer sur une personne. On l'a bien vu, c'est compliqué, il y a des difficultés parfois organiques, mais aussi psychologiques, sociales, diverses et variées. Donc il faut déjà comprendre comment ça se joue pour chaque patient et ensuite adapter un traitement. Donc on a un certain nombre de méthodes qui fonctionnent, mais cette évaluation, elle est au départ absolument essentielle. Et en fonction de ça, on verra bien quel type de réseau, quel type de professionnels, parfois aussi de bénévoles, mouvements d'entraide, il faudra faire intervenir pour aider au mieux ce patient ou cette patiente. Ce qui est le plus dur, c'est de ne pas chuter pour la personne, en fait. Alors, si on considère que l'abstinence est l'objectif dans ce cadre, je rappelle juste un tout petit mot, qu'il n'y a pas que les dépendants, on l'a vu tout à l'heure. Oui, et si j'y insiste un peu, c'est parce qu'on n'y pense pas assez. On ne prend pas assez en charge ces buveurs excessifs qui ne sont pas encore dépendants, alors même que probablement avec des interventions relativement limitées, brèves, peu coûteuses, on peut peut-être leur éviter de passer à ce stade de dépendance et de complications. Donc ça, je crois que c'était absolument essentiel en termes de représentation. Alors c'est vrai qu'après, pour les gens très dépendants, qui ont de multiples complications, probablement l'abstinence reste l'objectif le plus pertinent et le plus stable dans le temps. Donc la difficulté, en effet, c'est de tenir dans le temps. C'est pas de se sevrer, ça tout le monde peut le faire. La difficulté, c'est de tenir pendant des mois et parfois des années. Alors on va parler des traitements avec les médicaments. Dans le traitement de l'alcoolisme, certains semblent miraculeux, comme le baclofène, qui couperait l'envie de boire, ou encore le Sélincro. Voilà, alors on a bien compris que les choses sont complexes, qu'il y a la dépendance et sa sévérité, mais qu'il y a aussi des complications multiples. On comprend donc bien que, et je souhaite y insister d'emblée, un seul médicament ne va pas permettre de régler tout ça. C'est pas lui qui va permettre de régler les problèmes sociaux, familiaux, professionnels, psychologiques qu'il peut y avoir sous-jacents. Donc l'accompagnement sur ces points est absolument essentiel. Ceci étant, ces médicaments, et on peut se réjouir de voir apparaître des médicaments plus performants que ceux qu'on avait jusque maintenant, baclofène et Sélincro compris. Mais c'est pas la solution miracle. Non, c'est pas la solution miracle. Par contre, si effectivement, et pour un certain nombre de patients, ils peuvent diminuer l'envie de boire, ce qu'on appelle le craving, puisque c'est quand même la première étape, c'est quand même de modifier le comportement de consommation. S'ils peuvent aider, alors il ne faut sûrement pas s'en passer. Donc il n'y a pas de médicament miracle, baclofène compris, il ne marche pas sur tous les patients, il marche parfois à très forte dose au prix de certains effets indésirables. Donc là aussi, il faut une analyse au cas par cas. Et si le traitement habituel ne suffit pas, alors il n'y a pas de raison de se passer de ces médicaments. J'insiste, moyennant que l'on sache bien comment ce que l'on fait et que ce soit adapté à un patient donné, comme d'ailleurs tous les traitements médicamenteux pour toutes les maladies. On arrive déjà au terme de cette émission, ça passe très vite. Il y aura encore beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Jeudi, on se posera la question du bilan de compétences. À quoi ça sert? Cet après-midi, 15h sur France 3. Suivez notre documentaire sur Oradour sur Glam. Belle journée à vous. Salut, à jeudi 9h50. Ciao.